la chose la plus importante de votre business, c'est les créatifs. Le nouveau système Meta, c'est l'utilisateur qui se connecte en 300 millisecondes. L'algorithme arrive à scorer les pubs et savoir s'il y a un intérêt ou s'il n'y a pas d'intérêt. Il faut absolument se remettre en question et il faut absolument faire en sorte de faire évoluer ces process constamment. Et là, c'est un super bon exemple. Imaginons vous faites 10 statiques, c'est exactement le même fond. Par contre, vous changez que les headlines. Selon Meta, selon ce nouvel algorithme, selon les articles que j'ai lus, selon les vidéos, etc., discussions que j'ai pu avoir avec des gens qui se peinent beaucoup, c'est inutile de faire ça. Pourquoi? Parce que Meta va toutes les classer selon un seul ID. Parmi ces millions d'ads, est-ce que vous faites partie des ads qu'on va mettre en avant ou non? Moi, ce que je vais faire ici, c'est que je vais essayer simplement de vous expliquer ce que j'ai juste adapté dans mes process pour être Andromeda conforme. Plus vous allez réussir à faire des publicités comme ça, que ce soit statique ou vidéo, vous allez avoir des ROS qui vont exploser, des pubs qui vont scaler. Vous allez vraiment voir vos chiffres vraiment faire une explosion de fou. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du grand méchant loup Andromeda. Donc, on en entend parler un peu partout depuis quelques semaines maintenant. Des vidéos très intéressantes qu'on peut retrouver sur YouTube, d'autres où ça peut nous porter un peu à confusion. Et je vous avoue que moi, je dépense à peu près entre 200 et 300 K par mois en publicité. Et c'est vrai que lorsqu'on est venu à dépenser autant d'argent dans son business et qu'on fait soi-même le media buying, dès qu'il y a des petites choses qui changent, des petites spécificités qui viennent un peu changer les règles du business, eh ben, on a tendance à vite vouloir comprendre parce qu'en fait, chaque jour qui passe, ça peut être des sommes qu'on perd, des sommes qu'on gagne en plus, etc., etc. Donc moi, mon but dans cette vidéo, c'est de vous partager, on va dire, mes découvertes par rapport à Andromeda. Si vous, en commentaire, vous dépensez aussi plus de 100 K par mois en publicité, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos réflexions, vos retours sur mes hypothèses, parce qu'il ne faut pas oublier que nous, on est un peu comme des ingénieurs fous, indépendants, qui travaillons en fait pour Meta et qui dépensons notre argent pour au final qu'ils améliorent leur algorithme. Ça ne sort pas de moi, c'est un tweet de quelqu'un qui a dit ça et que j'ai trouvé très très drôle. Au final, on est tous là à essayer de comprendre comment ça fonctionne sans être des ingénieurs, et en voulant simplement réussir à trouver les meilleurs process pour faire en sorte d'avoir une machine créative qui va en fait nous amener les meilleurs résultats. Donc, on va rentrer directement dans le vif du sujet. On va simplement aller sans aller trop dans les détails et trop dans les choses techniques, en se demandant qu'est-ce que c'est Andromeda. Donc en gros, depuis 2021, si on veut, c'est un peu le grand jeu entre Meta et les marketeurs. En gros, il y a un algorithme qui est en place. Ensuite de ça, il y a les marketeurs qui trouvent une stratégie. Ensuite de ça, il y a un nouvel algorithme. Et ensuite de ça, il y a une nouvelle stratégie. Donc là, depuis quelques temps, on va dire que la stratégie, c'était ce qu'on appelle du creative flooding. C'est en gros de faire un max d'itérations. Ça veut dire qu'en gros, vous aviez une créative qui était winneuse, vous alliez pouvoir l'itérer presque à foison, presque à l'infini, et c'était même conseillé de le faire. Donc en gros, vous alliez changer simplement le hook, changer les 3 premières secondes, avec vraiment une diversité presque minime, en changeant par exemple juste la voix off, ou en changeant par exemple juste l'écriture, et ça allait faire une nouvelle itération, et ça allait donner une créa qui pouvait se scaler encore et encore. Maintenant, les règles ont un peu changé, et c'est ça qu'on va voir par la suite. Donc, sans être trop technique non plus, ensuite de ça, il faut qu'on se positionne à la place de Meta, évidemment. Parce que si on veut, Meta, qu'est-ce qu'ils veulent? En gros, Meta, ce qu'ils veulent, c'est des pubs pertinentes. C'est-à-dire qu'en gros, nous qui sommes marketeurs, nous qui sommes là en train de vendre nos produits e-commerce, de développer nos marques, la plupart du temps, on a tendance à oublier que les gens ils vont sur les réseaux sociaux pas pour acheter. En fait, les gens ils vont sur les réseaux sociaux pour se divertir, pour apprendre des choses, pour passer du temps parce qu'ils sont en train de s'ennuyer, etc. Ils ne sont pas là pour voir de la pub. Même, ils détestent la publicité. Donc, ça veut dire que Facebook, eux, ils n'ont pas envie que leurs utilisateurs passent un mauvais moment parce que eux, leur but à terme, c'est que les gens passent le maximum de temps sur Meta, sur TikTok, sur tous les réseaux sociaux. Donc, en gros, eux, ils sont obligés d'adapter leur machine publicitaire, en fait, leur service de publicité, pour faire en sorte que l'utilisateur ne se sente pas non plus trop inondé et qu'il n'ait pas une mauvaise expérience et un mauvais sentiment quand il arrive sur la plateforme. Donc ça, c'est quelque chose d'important à garder en tête parce que c'est des fois quelque chose qu'on oublie en fait. On est tellement dans notre bulle d'e-commerçant, tellement dans les coulisses du game qu'on est là à se dire non mais j'ai balancé des pubs incroyables, pourquoi est-ce qu'elles ne fonctionnent pas? Des fois, c'est simplement parce qu'on ne se met pas à la place en fait, des plateformes et pas à la place simplement des clients en fait, qui consomment et qui achètent nos produits. Donc voilà. Donc en gros, le but de Meta, c'est quoi? C'est d'avoir des pubs pertinentes. Ok. Ce qu'il y a eu jusqu'ici, c'est qu'ils ont demandé beaucoup de créa. Ça veut dire qu'ils disaient
balancer des créas, balancer des créas, balancer des créas. C'était ça un petit peu ce qu'ils voulaient. Et on peut voir que entre 2022 et 2025, il y a eu une explosion même des plus grandes marques, des créas qui sont balancés. On passe de 100, 200 créas à des 1000, 10 000 créas qui tournent en fait en même temps. Donc ça, c'est déjà une première information à prendre. Mais par contre, la problématique en fait qu'ils avaient avec toutes ces créas, c'était en fait que les itérations en masse, à un certain moment, ça vient casser la recommandation publicitaire qui serait vraiment personnalisée. C'est-à-dire que quand il y a 10 000 itérations d'une même publicité, à un certain moment, l'utilisateur en fait, il comprend que ce n'est pas fait seulement pour lui, il comprend que c'est un peu la même créa, mais que c'est juste quelque chose qui change. Et en fait, il ressent quelque chose qui fait qu'il y a moins de personnalisation dans son expérience. Donc, je pense qu'à un certain moment, Meta, ils se sont dit, mais on court à notre perte, parce que là, en fait, on est en train de donner la possibilité aux gens de faire des itérations, des itérations, des itérations à tout va, mais il n'y a plus vraiment de travail créatif derrière chaque itération. Donc voilà, on essaye de faire des hypothèses, on essaye de comprendre. Évidemment, je ne travaille pas chez Meta, je ne suis pas un ingénieur, je n'ai pas de doctorat en je ne sais quoi, mais voilà un petit peu les différentes choses que j'ai pu comprendre, apprendre, lire, regarder autour de moi. Et voilà, c'est important pour moi de vous le partager pour qu'on parte un peu sur les mêmes bases d'hypothèses. Ensuite de ça, le nouveau système. Donc là, on a parlé de l'ancien système qui était justement ce creative flooding, de balancer de la créa, de la créa, de la créa. Et maintenant, on va essayer de parler du nouveau système. Donc le nouveau système Meta, en gros, c'est l'utilisateur qui se connecte et en 300 millisecondes, l'algorithme arrive à scorer les pubs et savoir s'il y a un intérêt ou s'il n'y a pas d'intérêt. C'est-à-dire que dans des millisecondes, directement, il va savoir, grâce au comportement de l'utilisateur face à la publicité, mais même pas forcément s'il like ou s'il commente ou s'il partage, juste sa façon de rester sur la créa, est-ce qu'il bouge un peu le doigt dessus, est-ce qu'il scrolle et qu'il revient, enfin, tout des micro-données comme ça qui vont faire en sorte que Meta qualifie ou non. En gros, Meta a besoin donc d'une façon efficace de sélectionner les bonnes créas dans un océan de variations. Parce qu'à un certain moment, il y avait tellement de variations que même Meta, même son algorithme était perdu. À un moment donné, quand on a 500 créas qui ont juste les 3 premières secondes qui changent, au niveau de l'apprentissage de l'algorithme pour donner la meilleure expérience à l'utilisateur, on arrive en face de quelque chose qui peut même être compliqué pour un algorithme ultra, ultra performant. Donc, en gros, lui, le but à Meta, c'était de faire en sorte que les annonceurs varient et se diversifient au niveau des créatifs. Ils ont créé un nouveau système. Ce nouveau système s'appelle Andromeda. Je sais qu'il y a d'autres choses derrière, d'autres types d'algorithmes. Je ne suis pas un expert média buyer, je suis juste un mec qui fait du e-commerce, qui dépense son propre argent et qui essaye de faire en sorte d'avoir les meilleurs résultats possibles. Donc, je ne vais pas rentrer trop profondément dans les détails, mais je vais essayer de vous partager un peu ce que j'ai cru comprendre. Donc, en gros, il y a une étape, une sélection initiale qui s'appelle le retrieval, qui au final va faire passer des millions d'ads et des millions d'itérations comme on voyait avant à une sélection en fait de 1000 ads dans un catalogue super diversifié. Donc en gros, si on veut, Meta possède un inventaire gigantesque de centaines de millions d'annonces. Quand un utilisateur charge Facebook ou Instagram, Meta ne peut évidemment pas scorer chaque pub en temps réel. Le rôle de Retrieval, c'est scanner instantanément l'inventaire complet et extraire un sous-ensemble très restreint, exemple 1000 publicités potentiellement pertinentes. En bref, on passe de centaines de millions à quelques milliers. Donc en gros, on comprend quoi? C'est qu'on comprend qu'avant, on était dans un écosystème où on avait des millions et des millions et des millions d'ads de partout et on arrive dans un système où on essaye justement de aller sélectionner que les meilleurs. Donc en gros, l'algorithme va réduire le nombre de créas sur lequel il va simplement diriger l'utilisateur par rapport à avant. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite de ça, on va avoir ici l'étape 2. Ça, c'est le classement et enchère qui s'appelle le ranking ou l'auction. Okay, donc en gros, on a tous dépensé notre argent sur Meta et on voit en fait simplement que sur certaines créas, il va y avoir plus de dépenses ou moins de dépenses. Donc c'est un peu comme s'il y avait des enchères qui étaient placées pour déterminer quelles sont les meilleures créas. Ensuite de ça, donc dès qu'on a un enchère qui a été placé, on va avoir un modèle bien plus sophistiqué qui va en fait prédire la valeur pour l'utilisateur, prédire la valeur pour l'annonceur et classer précisément les pubs pour choisir la meilleure à afficher dans l'emplacement disponible.
Donc voilà un peu pour comprendre le système de comment il fonctionne. Donc il y a une étape 1 qui est la sélection initiale, où il va aller sélectionner dans des millions d'ads, toutes nos ads, toutes nos ads, toutes nos ads, les bonnes ads à montrer pour le consommateur. Et ensuite de ça, il va y avoir une étape 2 où il va y avoir un ranking entre les ads qui sont potentiellement euh, les plus aptes à fonctionner. Donc voilà, ensuite de ça, Andromeda. Donc en gros, Andromeda, pour aller plus techniquement dans les détails, c'est quoi? C'est un nouveau système de retrieval. Et en gros, je vous épargne les détails parce que moi-même, je ne les ai pas compris. C'est une nouvelle technologie, une nouvelle puce, NVIDIA, etc. Bref, nous, au final, ça nous importe peu. On doit s'adapter au marché, mais c'est juste pour comprendre que c'est un nouveau réseau entraîné sur des données utilisateurs, des interactions complexes entre comportement et publicité. Et l'objectif d'Andromeda est, un, de réduire drastiquement les ads candidates. Donc, eux, ils veulent avoir beaucoup moins d'ads, mais beaucoup plus qualitatifs. Donc, c'est-à-dire, en gros, ils vont faire une sélection dans un grand nombre d'ads d'une certaine partie qui pour eux pardon, sont les meilleurs et qui vont vraiment pousser les utilisateurs à passer, un bon moment sur la plateforme et deux, à acheter. Mais le numéro 1, c'est passer un bon moment sur la plateforme. Ça, il faut vraiment le comprendre. Objectif d'Andromeda, réduire drastiquement les ads candidates. 2, passer de millions d'annonces à environ 1000 créas pertinentes. 3, vitesse extrême. 4, faire ce tri en moins de 200 millisecondes en temps réel. Donc voilà un petit peu l'idée de Andromeda. Ensuite de ça, donc comment ça fonctionne précisément? On va dire on va avoir un grand bloc. Ok, donc le grand bloc, c'est problème-solution. Ensuite de ça, il y a plein de façons de mettre en avant les problèmes que les gens ont et les solutions que notre produit va apporter. En gros, on peut le faire comment? On peut le faire en témoignage réel, on peut le faire en démo produit, on peut le faire en story time, UGC, on peut faire en UGC brut. Ensuite de ça, imaginons qu'on choisisse témoignage réel, on peut le faire en mode avant-après, en mode zoom sur le problème, en mode bénéfice clé. Et ensuite de ça, on va avoir une sous-branche où on peut simplement mettre résultat visible, résultat rapide. Donc ça, c'est pour vous expliquer qu'on peut décortiquer à l'intérieur d'un grand thème qui est par exemple problème-solution, on peut décortiquer plein de types de créa et plein de façons de mettre en avant cet aspect de notre produit. Et ensuite de ça, pour comprendre simplement, donc c'est juste que Meta va venir qualifier. Alors premièrement, il va qualifier ici, on va dire le bloc, OK, problème-solution, ça fonctionne. Je vois que le témoignage réel d'une cliente, ça fonctionne. Ça fonctionne. La créa dont témoignage réel, celle qui fonctionne, c'est celle en fait qui parle des bénéfices clés. Et ensuite de ça, c'est celle qui met en avant des résultats rapides. Et ensuite de ça, à travers ici les résultats rapides, on va avoir différents batchs de créa qui montrent des résultats rapides qu'ils appellent des nœuds. Et ensuite de ça, ces créas vont être montrés aux utilisateurs. Voilà un peu comment ça fonctionne. Donc en gros, si on veut un peu simplifier, quand tu uploades une pub, Meta analyse le thème, les sous-thèmes, le visuel, le message. La créa est classée dans un nœud spécifique. Donc, en gros, le nœud, c'est ici. C'est un nœud. Donc, ici, ceci est un nœud. Et les nœuds se regroupent en branches, puis en catégories plus larges. Donc, la créa devient une feuille dans cet arbre géant. C'est un système de classement hyper structuré pour des millions de pubs. Les publicités très similaires sont regroupées dans un même nœud. OK? Donc, exemple, 10 pubs avec la même image, mais des textes différents, égale même cluster, même nœud. D'accord? Donc, pour imaginer ça et imager ça au mieux, on va avoir ici simplement un arbre où on va comprendre, ici, vous voyez qu'on avait problème-solution. Donc, par exemple, ici, on va dire que ça, c'était problème-solution et qu'ici, on va avoir des sous-branches par rapport à différents types de contenus qui vont parler en fait de problèmes-solutions d'une façon ou d'une autre. Ensuite de ça, pour bien comprendre les différentes choses, c'est que quand un utilisateur vient sur Meta, il se connecte. Ensuite de ça, Meta va ignorer les blocs non pertinents. Donc, c'est-à-dire comme ici, tous les blocs qui sont bleus ici, on peut voir que tout ça, Meta, il les a jugés comme étant non pertinents. D'accord? Donc tout ça, c'est non pertinent. Donc, il ne les a pas montrés. Lui, il a fait un seul chemin. Il s'est dit, OK, pour cet utilisateur, c'est ce chemin-là qui va acheter. Donc ensuite de ça, il descend uniquement les branches prometteuses et il termine sur les nœuds pertinents.
et il extrait les meilleurs candidats. C'est rapide et plus personnalisé parce qu'il va y avoir des gens qui vont en fait préférer avoir ce chemin ici pour acheter avec un Storytime, UGC brut, ici, ici, ici pour finalement avoir différents nœuds qui sont totalement différents, et il y en a d'autres qui vont passer par celui-là, et il y en a d'autres qui vont passer par celui-là, etc., etc. Donc, tout va avoir l'air beaucoup plus personnalisé. Donc, ça, c'est juste pour comprendre un peu comment ça fonctionne. Encore une fois, c'est des hypothèses, on essaye de comprendre, on essaye de s'adapter, et au final, c'est ça le plus important. Si vous avez des réflexions par rapport à tout ce que j'explique, c'est volontiers en commentaire, on fait de toute façon avancer ensemble la pierre à l'édifice. Donc voilà. Ensuite, pourquoi la similarité créative est-elle critique? Donc, si on veut, si vous continuez à faire en fait toujours les mêmes itérations comme à l'ancienne, en mode Andromeda n'existe pas et je continue comme avant, de toute façon, ça ne change rien. La problématique, c'est que moi, je ne suis pas contre cette façon de voir les choses, mais je pense qu'il faut savoir s'adapter aux nouveaux algorithmes parce que sinon, on peut vite se retrouver à chuter sans comprendre pourquoi. Et plus les gens s'adaptent vite, à mon avis, plus ils ont la possibilité d'évoluer et justement d'avoir des bons résultats. Bref, en gros, vous faites des pubs presque identiques. Ça va où? Ça va dans le même nœud, d'accord? Et donc, un seul concept, entité créative. Donc, Meta appelle ça des Entity ID. Donc, si maintenant, imaginons vous faites 10 statiques, on va dire que c'est exactement le même fond. Par contre, vous changez que les headlines. Selon Meta, selon ce nouvel algorithme, selon les articles que j'ai lus, selon les vidéos, etc., qui sont partagées sur le sujet, les discussions que j'ai pu avoir avec des gens qui se peinent beaucoup, en fait, c'est inutile de faire ça. Pourquoi? Parce que Meta va toutes les classer selon un seul ID. Donc, en gros, c'est un seul ticket d'entrée dans le retrivial, donc la sélection initiale. C'est ce qu'on a vu plus haut, c'est ce retrivial ici qui va faire en sorte qu'elle passe en fait comme le concours de OK, est-ce que parmi ces millions d'ads, est-ce que vous faites partie des ads qu'on va mettre en avant ou non? Et en gros, pour passer ce test, si vous faites par exemple, on va dire comme avant, 10 statiques qui sont exactement les mêmes avec juste une headline qui change, ça veut dire que vous n'avez qu'une chance de rentrer dans le retrivial. Et une chance, c'est peu. Alors que si vous faites 10 créas totalement différentes où vous changez pas mal de trucs, là, vous allez avoir plusieurs tickets pour rentrer dans ce retrivial. En gros, la similarité est la base même du fonctionnement d'Andromeda. Okay, donc, ils ont bien dû trouver une façon pour trier les choses et prendre seulement les créas les plus personnalisés pour donner une meilleure expérience client à leurs clients. 1, elle accélère le tri. 2, elle structure l'arbre. 3, elle limite le nombre de créas par concept. Et c'est pourquoi fournir des créas visuellement et conceptuellement distinctes est devenu essentiel. Voilà, en gros, pour la théorie. Donc, la grande question, c'est que doit-on faire? Là où il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes en fait à s'adapter, et moi le premier, et ça je l'ai ressenti dès que c'est sorti Andromeda, c'est qu'en fait quand on commence à avoir une équipe, on commence à avoir des process qui sont mis en place, en fait ça nous fait chier de venir changer un système qui roule, qu'on a pu déléguer, où on n'avait pas forcément besoin de trop se remettre en question. Chaque semaine ça tournait, on balançait les créas, bam, ça scalait, il y avait tout un process qui était en place. Et tout d'un coup, on vient en fait secouer le cocotier et on est en mode non mais en fait j'ai pas envie de remettre ça en question. C'était une partie du business que j'avais déjà géré. Maintenant je veux me focus sur un autre truc. Remets-moi pas les mains là-dedans. Et non, il faut absolument se remettre en question et il faut absolument faire en sorte de faire évoluer ces process constamment. Et là c'est un super bon exemple. La question qu'on va se poser c'est que doit-on faire? Parce que c'est vrai que quand on gère un business, des fois ça peut être embêtant de devoir se remettre en question sur des aspects du business qu'on pensait avoir géré, délégué, et que tout tournait bien, et que tout d'un coup, en fait, il y a comme un coup de pied dans la fourmilière, et on se dit, waouh, mais comment est-ce que je dois faire? Est-ce que mes process marchent toujours? Est-ce que je dois remettre en question? Bref, ça met plein de choses en question, et c'est justement dans ces moments-là que les gens les plus vifs, qui seront le plus aptes à comprendre et se dire, OK, il y a ça qui a changé, donc je teste et je teste et je teste pour comprendre, qui auront le plus facilement en fait des résultats et qui pourront le plus facilement, à travers des datas, comprendre ce qu'ils doivent faire ou pas. C'est comme en période de guerre, on dit que pour survivre, il faut être constamment en train de bouger sur un champ de bataille, parce que les gens qui restent, on va dire, immobiles, c'est les gens qui seront tués en premier. C'est la même chose dans le business, à mon avis. Il faut constamment être dans un esprit de
on bouge, on apprend, on se renouvelle, on remet en question ce qui existe parce que le monde autour de nous change. Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc la première chose, c'est multiplier les thèmes, donc maximiser les nodes. Donc les nœuds, c'est quoi? Comme on a vu juste avant, les nœuds, c'est exactement ce qu'on a vu ici. Ça, c'est des nœuds. Et par rapport à ici, les nœuds, c'est quoi? C'est des feuilles. Ok, donc plus on va avoir de feuilles, plus on va avoir de nœuds, plus on va avoir la possibilité de participer aux enchères et de faire partie de Retrivial et d'avoir des créas qui sortent du lot. Qu'est-ce qu'on doit faire? Créer des concepts variés, explorer de nouveaux angles, multiplier les thèmes, les styles, les univers visuels. Ça, c'est la première chose, c'est la base. La créativité maintenant, c'est devenu 90% de la chose la plus importante de votre business. C'est les créatifs. C'est-à-dire que tout se fait à travers les créatifs. Donc, en gros, pour comprendre, plus il y a de concepts différents, plus il y a de nœuds distincts dans l'arbre. Ensuite de ça, Andromeda récupère les créas et les fait passer le retrivial. Ensuite de ça, les pubs participent à l'enchère. On obtient un nombre d'impressions, plus de chances de gagner et du coup, la variété égale le nouveau levier de performance. Ça remet en question certaines personnes par rapport à ce qu'ils avaient créé dans leur business parce que évidemment que quand on est habitué depuis 1, 2 ans de toujours itérer de la même façon, de prendre une créa, de toujours changer les 3 premières secondes, etc., et de le faire en masse, en masse, en masse, en masse, et que tout d'un coup on nous dit non, 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 mais ça, il faut tout changer, il y a un moment de friction, c'est obligatoire. Quand on fait quelque chose qui marchait très bien et tout d'un coup on nous dit il faut faire autrement, il y a un moment de friction. Moi, je l'ai vécu, ce moment de friction, beaucoup de gens l'ont vécu. Le but de ça, c'est de réussir en fait à s'améliorer de plus en plus et de comprendre en fait ce qu'ils veulent et d'essayer d'adapter nos processus pour qu'on puisse le faire. La chose numéro 2, réduire les créas visuellement trop similaires. Ok, donc on évite quoi? Les créas avec le même visuel, dans le même angle, dans le même format. Ok? Donc sinon, comme on a vu avant, elles finissent toutes dans le même nœud, donc sous un seul Entity ID. Le résultat, c'est que tu produis 20 créas, Meta les considère comme une seule. C'est catastrophique pour le reach, les tests, l'algo. Voilà en gros un peu l'idée. Donc ça, c'est deux choses assez basiques. Je pense que vous l'avez déjà beaucoup entendu à travers beaucoup de vidéos. Maintenant, on va essayer d'aller un peu plus loin et d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'on peut vraiment appliquer comme processus et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer tout ça et rester dans le game, en fait, tout simplement. Donc voilà. Ensuite de ça, les ad account structures. Donc voilà, en gros, ça, c'est le grand débat. Comment est-ce qu'il faut structurer ces ad accounts depuis Andromeda, etc. Il y a plein de théories par rapport à avant. Il ne faut pas séparer par concept, pas séparer par ad set, pas séparer les statiques et les vidéos, etc. etc. Moi, personnellement, je vais vous donner, à mon avis, ce qui est le plus important à comprendre. Le plus important, c'est de comprendre qu'une campagne égale un objectif business. OK? Et aussi que Meta, son but à terme, et ça, je ne le sors pas de nulle part, je le sors d'une interview que Mark Zuckerberg a fait avec Stripe, où il expliquait simplement que lui, son but à terme, c'est que il veut qu'une entreprise arrive avec un produit, dise «Salut, nous on vend ce produit», et que Meta s'occupe de tout. Ça, c'est son but à terme. Donc, c'est pour ça, à mon avis, qu'il nous propose constamment des fonctionnalités pour améliorer les créas, pour mettre de l'IA, pour mettre de la musique sur nos statiques. Parce qu'ils veulent vraiment à terme, dans, je ne sais pas, 5 ans, 10 ans, je ne sais pas combien de temps, qu'on ait juste le produit, qu'on leur dise on vend ce produit et qu'ils s'occupent de tout. Voilà un peu l'idée, on va dire l'idéologie qu'il a par rapport aux publicités. Donc, il faut comprendre que lui, il développe son algorithme dans une idée de le rendre le plus optimal et le plus indépendant possible. Lancer les meilleures campagnes, à mon avis, ça se fait simplement en utilisant le maximum de la technologie qui est mise en place par Meta et son équipe, qui sont les ingénieurs et les développeurs les plus chauds de notre époque, évidemment. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer toujours en CBO. Donc, on va laisser Meta optimiser notre budget et toujours avec les recommandations Advantage Plus. Tout ce que vous pouvez cocher Advantage Plus, vous le cochez, d'accord? Pour les audiences, pour la campagne, etc., vous cochez toujours Advantage Plus. Par contre, ce que vous ne faites pas, c'est que vous ne cochez pas, en tout cas, moi, je ne le fais pas. Je n'ai pas fait de thèse, donc je ne sais pas si c'est bien ou pas, honnêtement. Mais moi, je coche jamais tout ce qui est amélioration musicale, amélioration de créa, etc. Au niveau des musiques, etc., je vais avoir un meilleur œil sur mon persona que Meta encore actuellement, à voir si je fais des tests dans le futur. Mais moi, je vous conseillerais personnellement de ne pas activer toutes ces recommandations intelligentes et de recommander seulement Advantage Plus partout, sans ces petites spécificités par rapport au créa. Voilà. Si ça devrait changer, je vous le dirai, mais là, pour l'instant, c'est ce que je fais. Et ensuite de ça, à l'intérieur
de votre CBO de faire des adsets en broad, évidemment, on fait en broad. Il n'y a plus d'intérêt, il n'y a plus de targeting, il n'y a plus de oui, les gens qui aiment la beauté, la cosmétique, etc., etc. Ça n'existe plus. Même au niveau des âges, ça n'existe plus. On laisse Meta gérer le targeting à 100%. Donc, on laisse tout en broad. On active évidemment Advantage Plus. Et ici, on va lui apporter énormément de diversité créative. Voilà, ici. La diversité créative, ça veut dire quoi? La diversité créative, ça veut dire qu'on va lui apporter des statiques, des VSL, on va lui apporter des UGC, on va lui apporter des mashups, des formats short. Bref, on va lui apporter énormément de diversité publicitaire. Et une autre chose qu'il faut gérer, c'est que dans cette diversité publicitaire, il faut aller réfléchir à quels sont les stades de niveau de connaissance du produit du consommateur. Donc, je ne vais pas aller trop précisément dans les détails parce que la vidéo est déjà assez longue, mais pour faire très très simple. Ici, on a Tofu, vous avez déjà entendu parler, top of funnel. Ici, on a middle of funnel et ici, on a bottom of funnel. OK? Et en gros, ces différentes couches qui vont simplement faire rentrer les gens dans notre monde publicitaire d'une façon ou d'une autre. Le contenu tofu, ça va être du contenu qui va intéresser les gens qui ne vous connaissent pas du tout. C'est des gens, ils ne vous connaissent pas votre marque, la plupart du temps, ils ne connaissent pas votre produit et il faut en fait venir les chercher. C'est-à-dire, il faut venir leur dire « Et les gars, si jamais nous, on existe, venez voir, il faut juste que je rentre dans vos têtes une fois. Il faut juste que je vous amuse. Il faut juste que je sois un peu divertissant. Il faut juste que tout d'un coup, le mec, il a passé une sale journée, il est en train de scroller entre 4 trucs trop marrants sur Instagram Reels, et tout d'un coup, il tombe sur une pub et il n'a pas l'impression que c'est une pub et il se dit « Ah ouais, trop drôle, c'est quoi ?» Il clique et il tombe sur notre site une fois. Ça, c'est le but du tofu. Okay, le tofu, il va servir à faire rentrer les gens ici dans notre entonnoir. Et ensuite de ça, on va avoir le mot fou et le beau fou qui vont en fait nous permettre de vraiment convertir les gens. OK? Donc là, on va avoir des choses vraiment qui attirent l'attention et qui font en sorte de simplement attirer l'attention. Et ensuite de ça, le système de Meta est bien fait que dès qu'il aura proposé une ads tofu, va leur proposer des ads mofu et bofu pour leur faire descendre dans le tunnel et leur faire une conversion. Donc voilà, en très très simple. Donc en gros, je ne vais pas aller plus en détail, mais c'est un peu ça l'idée. Après, si on veut aller encore plus loin, on parle de stage d'awareness et là, on va avoir tous les gens qui sont unaware, most aware, product aware, solution aware, etc. Et on va aussi construire, en fait, si on veut, notre diversité créative à travers ces différentes choses. Je vous propose un livre exceptionnel qui s'appelle Breakthrough Advertising, qui est exceptionnel si vous ne l'avez pas encore lu. Dites-vous que je voulais tellement le lire en français que je l'ai même fait traduire en français, tellement c'est un banger. Donc voilà, juste pour vous dire à quel point c'est vraiment important pour vous de lire ceci si vous parlez bien l'anglais et de le traduire. Ok, alors ensuite de ça, on a compris quoi? On a compris qu'on doit faire confiance à Meta, on a compris qu'on doit faire au plus simple, on a compris qu'en termes d'audience et de targeting, c'est Meta qui gère tout, que nous, on doit juste gérer la diversité créative. Ok, c'est cool, mais entre gérer une diversité créative comme avant, avec juste les 3 premières secondes qui changent, et gérer une diversité créative comme maintenant, où on doit avoir des nouveaux concepts qui sortent et vraiment avoir la possibilité de scaler, d'apporter des nouvelles créatives et d'avoir quand même du volume qui arrive, ça demande des nouveaux process. Donc moi, ce que je vais faire ici, c'est que je vais essayer simplement de vous expliquer ce que j'ai juste adapté dans mes process pour être Andromeda conforme. Donc là, je suis constamment en train de les tester, j'ai des plutôt bons résultats. Je ne les ai pas encore validés à 100%. C'est, comme je disais, une brique de plus à l'édifice pour qu'on puisse s'améliorer tous ensemble et faire en sorte d'avoir les meilleurs créas. Donc, comme on l'a expliqué avant Andromeda, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait simplement ça, c'était, on avait la ad 1, ok, on mettait simplement 4 hooks différents, il y avait la même ad, ok, ça marchait, c'était cool. Des fois, on avait 1 ou 2 concepts créatifs qui sortaient du lot. Winner, incroyable, trop bien. Après, la seule chose qu'on avait à faire, c'est changer le hook. On faisait des hooks 5, 6, 7, bref, on rebalançait, on itérait, on balançait à fond. OK. Ça, c'était avant. Et ça, c'est des choses que je faisais beaucoup et qui, malheureusement, j'ai senti dans mon ad account directement que ça marchait moins bien. Donc voilà. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai testé du coup after Andromeda?
Simplement, la chose suivante, c'est que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on commence à avoir des équipes, donc on a creative strategist, vidéo editor, on a des designers qui font nos statiques, etc. En fait, à un moment donné, on est obligé d'amener des SOP. C'est-à-dire on est obligé d'amener des process. C'est-à-dire qu'on ne peut pas commencer à dire aux gens, oui, alors tu me fais ça ou ça. Non, il faut être clair et précis. Parce que sinon, les gens, ils font n'importe quoi et les gens, ils ne comprennent pas. Et quand les gens ne comprennent pas, ils travaillent mal. Donc nous, le but, c'est quoi? C'est de réfléchir à qu'est-ce que Meta veut et ensuite de ça, réussir à implémenter dans nos process à nous ce que Meta veut. Et de faire en sorte que ça aille vite et de faire en sorte que ça soit le plus vite indépendant et qu'on puisse sortir de ce process et qu'il tourne chaque semaine. Donc, le but ici, ça a été de faire quoi? C'est qu'après Andromeda, on va avoir un peu plus de diversité sans trop bousculer le cocotier. On va avoir une créa où il n'y a que le hook 1 avec l'ad 1. Ensuite, on va avoir une autre qui est hook 2, un b-roll différent. Moi, ce que je demande à mes monteurs, c'est de changer les 10 premières secondes. Et ensuite de ça, la ad 1. Ensuite, un hook 3 qui est différent, c'est-à-dire qui est peut-être plus long. Ensuite de ça, la ad 1. Et ensuite, un hook 3, différentes b-roll et la suite de la pub. OK? En gros, l'idée à comprendre, c'est juste de dire à vos monteurs, il faut de la diversité. Meta comprend maintenant quand c'est la même créa ou pas. Pour ne pas être sous le même Entity ID, il faut absolument que vous changiez les premières secondes de la créa. Alors après, on peut aller encore plus loin et se dire, OK, j'ai un hook où le mec, il est debout, et puis j'ai un autre hook où le mec, il est aussi debout, du coup, ça ne fonctionne pas. Ce que je vous conseillerais de faire, c'est que, par exemple, si vous avez deux hooks où le mec il est au même endroit, parce qu'il les a fait au même endroit, vous allez simplement, vous allez le laisser en full screen, et un autre, vous allez le mettre en split screen avec quelque chose d'autre. OK? Et les b-rolls d'après doivent être différents pour les deux. C'est-à-dire que les 5 ou 10 secondes d'après doivent être différents pour les deux. Ça, c'est quelque chose qui est important à mettre en place. Et cette logique-là, elle va aussi pour les statiques. C'est-à-dire qu'en gros, vos statiques, vous devez simplement faire en sorte qu'elles soient différentes. Imaginons que vous avez un message fort, une headline puissante. Vous pouvez la mettre sur plusieurs créas, mais par contre, il faut que la créa soit différente. Que vous changiez beaucoup le fond, que vous changiez qu'une fois, par exemple, il y a les produits, une fois, c'est un personnage dessus, une fois, c'est voilà, enfin, une fois, c'est un témoignage. Il faut qu'il y ait de la diversité, quoi. Donc, voilà un petit peu les différentes choses que j'ai pu remarquer et que je vous conseille vivement d'implémenter. Voilà. Ensuite de ça, moi, perso, c'est un peu suite aux différentes réflexions que j'ai eues, parce qu'il y a énormément de débats sur les ad accounts. Les ad accounts ne réagissent pas les mêmes. Il y a des scores de BM, il y a des ad accounts de qualité, d'autres de pas qualité. Bref, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de débats par rapport à tout ça. Il faut lancer dans des campagnes, dans un ad set. Il faut lancer un concept par ad set. Bref, il y a plein de façons de lancer différentes, mais moi, à mon avis, je pense que l'interface Meta avec les campagnes, les adsets, les créas, c'est que pour les utilisateurs. Eux, l'algorithme Meta, il sait exactement, même si vous lancez sur 5 ad accounts différents, il va savoir exactement quelle créa fait quoi. OK? C'est-à-dire qu'il sait exactement que vous êtes en train de faire la pub à travers ces 5 ad accounts. Et pensez pas qu'on peut aller flouer Meta. OK? C'est juste ça que j'ai envie de dire. Donc, si vous lancez tout dans un broad, les statiques, les vidéos, tout dans un broad et que vous balancez, que vous faites broad 1, broad 2, broad 3, c'est OK. Si vous triez tous vos concepts par ad set et que vous balancez, c'est OK. Tant que vous utilisez Advantage Plus et tant que vous êtes en broad et que vous laissez Meta gérer, je ne pense pas que ça ait de grands impacts. Donc, différentes choses. 1. Meta ne regarde pas vos ad accounts. Il ne classe pas les pubs par ad account, par campagne ou par ad set. Il classe les pubs par similarité visuelle et thématique. Point. Donc, en gros, nous, on est en train de se dire, oui, mais les ad sets, oui, les créas, oui, j'ai cette créa dans mon ad set, oui, mais les ad sets, les campagnes, tout ça, c'est pour nous. OK? C'est pas pour Meta. Meta, eux, ils savent très bien quoi faire avec quoi et ils ont une espèce de grand panel de tout ce qu'on a et ils piochent dedans comme dans un grand buffet pour aller nourrir les utilisateurs selon ce qu'ils pensent qu'il faut leur montrer pour qu'ils passent à l'action. Et aussi qu'ils passent une bonne, on va dire une bonne expérience sur la plateforme. Ça, pas oublier. Donc, ensuite de ça, 2. Meta crée un arbre créatif, comme on l'a vu avant. Donc, chaque bloc est un arbre. Les variations proches sont sur la même branche et les versions quasi identiques dans le même nœud. On revient ici pour vous rappeler. OK. Voilà. Donc, on a ici
bloc, branche et nœud. OK? Donc, comme ça, on comprend. Voilà. Ensuite de ça, en gros, peu importe où vous lancez vos pubs, même ad set, c'est regroupé. Campagnes différentes, c'est regroupé. Plusieurs ad accounts, c'est regroupé. Plusieurs business managers, c'est regroupé aussi. Donc, Meta regarde la créa elle-même, pas votre organisation interne. C'est ça que j'ai envie de dire. Honnêtement, je ne sais pas du tout si j'ai raison par rapport à ce que j'avance ici, mais c'est mon instinct, mes différentes recherches qui me font me dire qu'on se prend tous la tête pour se demander oui, mais il faut lancer comme ci ou comme ça ou comme ça, que ça va changer beaucoup. Mais en vrai de vrai, la structure à l'intérieur de l'ad account n'a pas un grand impact. C'est vos créas qui ont un gros impact. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez par rapport à ça, si vous avez un avis différent ou même si vous voulez apporter peut-être des spécifications par rapport à ça, c'est très intéressant. Ensuite de ça, 4, lancer les mêmes pubs sur plusieurs comptes n'augmente pas leur reach. Donc, même créa égale même entity ID. Donc, Andromeda, peu importe le compte. En gros, Andromeda capte que vous lancez sur plusieurs comptes et ils arrivent à reconsidérer les choses pour savoir que c'est la même créa. Meta ne multiplie pas la diffusion d'une même créa, il regroupe tout dans un seul chemin d'apprentissage. Et c'est la meilleure version globale qui prend le dessus, pas celle du compte. Et ça, vous pouvez le voir quand vous avez plusieurs ad accounts, c'est souvent les mêmes créas qui performent. Ensuite de ça, quand même, on va garder une chose. Pourquoi alors certains ad accounts semblent mieux réagir? Parce que c'est le cas, il y a certains ad accounts et certaines campagnes qui semblent mieux réagir. Chaque ad account a un historique des signaux et une dynamique d'apprentissage différente. Ce n'est pas la créativité, mais les signaux du compte qui créent les différences initiales. Meta choisit un chemin d'apprentissage différent sur chaque compte. Les performances peuvent donc varier, même avec la même créa. Donc en gros, le but, c'est de tout le temps faire des pubs sur plusieurs ad accounts. Donc vous devez avoir minimum 2 ad accounts. Moi, actuellement, j'en ai 4. Je fais à peu près 400 000 euros sur une brand. J'en ai 4. Sur une autre, je fais à peu près 200 000 euros. J'en ai 4 aussi. Donc, ce qu'il faut faire, oui, vous pouvez lancer les mêmes pubs sur 2 ad accounts. C'est même conseillé de le faire. Mais le vrai levier, c'est de créer des concepts vraiment différents. Les petites variations, changer juste le hook, le texte, le filtre, ne comptent plus. Voilà. Meta regroupe toutes vos pubs identiques où que vous les lanciez. Ce qui fait la différence, ce n'est pas le compte, mais la créativité. Voilà le message final de toute cette grande explication, c'est ça. Voilà. En gros, l'important avec Andromeda, c'est la créativité. Voilà. Ensuite de ça, on va passer ici sur les choses à faire. Quelles sont les choses les plus importantes? En gros, 1, arrêter de bidouiller l'Ads Manager. Se dire oui, mais je vais couper mes pubs à 23 heures et les réactiver à 6 heures du matin parce que ça ne sert à rien que ça tourne pendant ces heures-là. Vous ne faites pas. Commencez à vouloir mettre des intérêts ou essayer de forcer, par exemple, de lancer ces publicités en ABO et de forcer Meta à dépenser sur certaines créas. Pour moi, c'est inutile. L'algorithme finit toujours par gagner. Ce qui compte vraiment, c'est de faire des meilleures pubs. D'accord? Et surtout, faire plus de pubs. Donc, vous devez faire des meilleures pubs et vous devez faire plus de pubs. Et à travers l'Ads Manager, comme je vous disais avant, Meta est fait pour vous donner du résultat. Si vous leur donnez les créas qu'il faut, il va vous donner des résultats. Mais par contre, il faut que vous lui donnez des bonnes créas. Ensuite de ça, la qualité des pubs passe avant tout. Donc, 90% de tes tests doivent être des pubs top of funnel, capables de retourner tout ton compte. Et 10% seulement pour les créas middle et bottom of funnel. Pourquoi créer des pubs top of funnel? Parce que les pubs top of funnel, c'est les pubs qui font le moins pub. Et comme on a vu juste en début de vidéo, Meta, eux, ce qu'ils veulent, c'est que l'expérience utilisateur soit la meilleure possible. Donc, nous, notre réflexion de marketeur ici, c'est comment faire pour créer des pubs qui n'ont pas l'air de pub. Je ferai peut-être une vidéo sur ça. C'est ce que je fais depuis quelques semaines et c'est vraiment en train d'exploser vraiment les scores des marques et c'est quelque chose que j'ai vu avant et j'ai vu un après puissant. C'est de faire ce qu'on appelle des ugly ads, donc des pubs moches en français. Pourquoi des pubs moches? Parce qu'il faut que l'utilisateur ait l'impression que ce n'est pas une pub. Plus vous allez réussir à faire des publicités comme ça, que ce soit statique ou vidéo, plus ça va être authentique, plus ça va être real, plus vous allez avoir des ROS qui vont exploser, des pubs qui vont scaler et vous allez vraiment voir vos chiffres vraiment faire une explosion de fou. C'est pour cette raison que les Américains, vous regardez
les plus gros Américains actuellement, ils sont en train de se focus sur quoi? Ils sont en train de se focus sur la creator economy comme never. Ils sont en train de faire de l'affiliation avec des créateurs TikTok de partout en leur donnant un pourcentage sur chaque vente de leurs produits parce que ces créateurs TikTok, ils sont aux States, ils sont sans foi ni loi et ils sont prêts à dire des dingueries sur le produit, mais vraiment dire des dingueries et de faire passer le contenu en mode full organique. En mode, c'est un mec lambda qui a acheté ce produit et qui fait juste un retour sans qu'il y ait de pub, de sous-titres, sans que ça soit monté d'une façon, on dirait que c'est un monteur qui est passé dessus. C'est un truc qui est vraiment, vraiment organique. Et moi, je vais vous parler d'une expérience que j'ai eue par rapport à une des deux brands. C'est, j'ai reçu un jour d'une cliente une vidéo. Simplement, en fait, elle filmait, mais de façon dégueulasse. Elle filmait les produits, comment ils étaient arrivés. Donc, c'est-à-dire, ils étaient arrivés dans la boîte, elle avait juste enlevé un peu les produits. Les produits, c'était stylé, packaging stylé et tout. Et elle filmait et elle disait simplement, comme si elle parlait à une copine, regarde ce produit, c'est de la qualité, je suis trop contente de l'avoir acheté. Mais c'était vraiment mal filmé, hein. On entendait juste sa voix, c'était filmé un peu comme du n'importe quoi. Elle essayait d'ouvrir le produit, mais elle n'y arrivait pas pendant la pub. Je reçois cette publicité du SAV et je me dis quoi? Je vais la tester en ads direct. Je la lance en ads. Explosion de benzine. Explosion de benzine, alors que des UGC scriptés, où tu as envoyé un script de malade avec des changements d'endroit, tu dois faire un hook ici, un hook là, habillé comme ci, habillé comme ça, etc. Zéro spend dessus, ROS nul. Une ugly ads comme ça qui est balancée à chaud, boum, explosion. Ça, c'est un exemple de vidéo. Vous avez des exemples aussi en statique photo. Vous pouvez faire, mais littéralement prendre votre produit et faire comme si c'était un pote qui vient de recevoir le produit, qui vous envoie une photo WhatsApp en mode « Eh frérot, j'ai reçu le produit ». Votre cousine qui vous écrit « Ah, je t'avais parlé de ce produit, je viens de le recevoir, je suis trop contente ». Comment elle vous l'enverrait? Par exemple, c'est une façon de se poser des questions pour faire des ugly ads, ok? On m'avait aussi parlé d'une marque qui avait sa top créa pendant un moment, qui était simplement une créa de 20 secondes où il y avait le founder qui dansait dans la créa. Simplement, il dansait, il y avait un texte dessus parce qu'il fêtait quelque chose et c'était la top créa. Top of funnel, ok? On va chercher les gens et ensuite de ça, ça peut convertir sur celle-ci, mais si ça ne convertit pas sur celle-là, ça va convertir sur une autre. C'est pour ça qu'il faut vous focus votre créativité sur le 90% ici. Et ça, c'est que 10%. Ok, 10%, ça va être des choses un peu plus, quand la personne connaît un peu le produit, on va lui parler, voilà, il y a une offre, voilà les fonctionnalités du produit, voilà les bénéfices, etc. etc. Voilà. Donc, je pensais que c'était important de passer un petit moment sur ce point. Ensuite de ça, une fois que tu sais ce qui marche en top of funnel, tu multiplies les avatars, les angles et les formats pour augmenter le volume et la diversité de tes créas en même temps. Voilà. Maintenant, on est dans une époque, il y a l'IA, il y a énormément de choses. Il n'y a aucune excuse. On peut tester des choses juste avec un peu de créativité. On voit une ads d'un concurrent qui est trop chaud. On peut la répliquer en moins de 48 heures. On n'a plus besoin d'avoir des UGC créateurs. On n'a plus besoin de plein de choses pour faire un test. Après, je ne vous dis pas, après, quand on a testé des choses, bam, on itère avec des vrais UGC, avec des affiliés si vous avez des affiliés, etc. etc. Donc, ensuite de ça, évidemment, analyse des meilleures pubs. Ça, c'est crucial. Une fois par semaine minimum, vous analysez les meilleures pubs. Maintenant, la seule chose qui peut être un peu déroutante, c'est que vu que maintenant, si on veut, on a plus puissamment, cette histoire de top of funnel, middle of funnel et bottom of funnel, des fois, il faut faire attention à ne pas venir couper une créa qui aurait un ROS bof. Ok, par exemple, je sais pas, imaginons votre ROS break-even, il est à 1.3, ok? Et vous avez une créa qui est à 1.4, ok? Mais Meta décide de spend de fou dessus, c'est-à-dire qu'il décide de dépenser à bloc dessus. Et vous vous dites, mais pourquoi ça dépense sur cette créa-là alors que j'ai une autre créa juste ici, c'est la créa 2, par exemple, ça c'était la créa 1, ok? J'ai la créa 2 qui me fait 2,8 de ROS, mais ça spend genre 3 fois moins. Et bien en fait, c'est que cette créa-là, elle gère, donc la créa 1, elle gère le top of funnel. Et en fait, ensuite, les gens, ils n'achètent pas forcément sur cette créa, mais ils achètent sur la créa 2. Mais si maintenant, vous venez couper cette créa 1
bah, en fait, cette créa 2, elle s'effondre aussi parce qu'en fait, c'est grâce à cette créa 1 que celle-ci fonctionne. Donc, dans notre façon de gérer nos pubs, il y a différentes choses qu'il faut regarder. Donc, toujours dans cette mentalité qui est, premièrement, faire confiance à Meta. Pas à ne jamais remettre en question, mais première chose, faire confiance à Meta. Donc, si Meta spend, c'est qu'il a raison de spend. OK? Première chose. Deuxième chose, c'est comprendre un indicateur qu'on regardait beaucoup moins avant, qui est la frequency, la répétition. Plus la fréquence, la répétition est basse, plus c'est du top of funnel, et plus elle est haute, plus c'est du middle ou bottom of funnel. Donc en gros, si elle est entre 1 et 1,5, on va dire, ça va être du top of funnel, et si elle est à 2, ça va être du bottom of funnel. D'accord? Et plus, voilà, bottom of funnel, c'est 3, etc. Je vous avoue que c'est une métrique que moi, je n'observais pas beaucoup. Donc, je suis toujours en train justement d'apprendre, à essayer de comprendre, analyser toujours évidemment le ROAS, les coûts par acquisition. Évidemment que si vous avez une créa qui spend de fou pendant une semaine, 2 semaines, et que vous voyez des ROS négatifs, donc à 0,7, 0,8, pour moi, il faut quand même la cut parce que c'est trop de spend en fait. Ça dépense trop d'argent. Je préfère en fait que l'algorithme vienne rechercher une nouvelle créa qui pourrait devenir une créa top of funnel et laisse sa chance à une nouvelle créa plutôt que de lui laisser spend sur du 0,8 ou du 0,9 ou du 1. Donc je vais quand même faire attention à toujours être un peu rentable quand même sur ma créa top of funnel, même si je suis break-even, c'est OK selon les chiffres. Voilà. Je n'avais pas prévu de vous expliquer tout ça, c'est venu un peu dans le, on va dire dans le feu de l'action, mais j'espère que vous avez compris l'idée. Ensuite de ça, évidemment, augmenter la production créative sans augmenter les coûts de contenu. Donc, comme j'expliquais avant, on a de l'IA, on a plein de choses qu'on peut faire. Une chose très, 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 très importante et qu'on vous dit, mais qu'il faut faire, c'est que quand vous prenez des UGC créateurs, le truc le plus important, c'est pas le script. Le truc le plus important, c'est les b-rolls. Vous devez faire en sorte de demander 20 b-rolls, quoi. 20 b-rolls dans des endroits différents, dehors, dedans, avec une fille, au restaurant, assis là en train de faire ça. Bref, habillé d'une façon, habillé d'une autre. Bref, vous devez demander des b-rolls. Pourquoi? Parce que quand vous payez un UGC créateur, vous allez le payer, allez, si vous négociez bien, vous êtes à 80, si vous négociez moins bien, 100, si vous êtes sur un top créateur, 150, si même vous allez un peu plus loin, 200, même 300 des fois. Votre UGC de base, peut-être il ne va pas parler aux gens. C'est-à-dire que votre script de base, il ne parle pas aux gens. Voilà, ça arrive, c'est la vie. Il ne dépense pas, OK. Vous, grâce à ces 15 b-rolls, sur 15 b-rolls, vous pouvez créer genre plus de 50 concepts différents. C'est-à-dire que vous pouvez créer des shorts, vous pouvez créer des duets, vous pouvez créer juste des créas avec une voice-over sans que la personne parle, avec juste des plans en b-roll. Maintenant, avec l'IA, vous pouvez aussi rajouter des b-rolls qui vous manquent. Évidemment, vous demandez l'accord de l'UGC créateur pour le faire, etc., etc. Mais c'est juste pour vous dire que c'est trop important. Et quand vous avez ça, ce que je vous conseille de mettre en place, c'est ce qu'on appelle Recharm. C'est une app géniale. Je n'ai pas du tout d'affiliation, je vous en parle vraiment parce que moi, ça a changé la vie. Et c'est un espèce de méga drive où vous pouvez mettre tous vos contenus et qui va être classé par exemple, application du produit, packaging, unboxing, par créateur. Par exemple, vous avez Paul, Hoc, vous avez juste à sélectionner Paul, vous avez tous les rushs avec Paul. Si vous l'avez pris 3 fois, vous avez tous les rushs de Paul. Après, vous pouvez mettre Paul application, vous avez toutes les rushs avec l'application de Paul. Et ça économise un temps de fou à vos monteurs. Donc vraiment, Recharm, si vous faites un peu de chiffres, je vous conseille vraiment de le faire. Ça met un peu de temps à mettre en place. Et en termes de process, je vous parlerai peut-être. En fait, je me suis dit que sur cette chaîne, j'allais peut-être faire un peu plus de process. Si vous êtes encore là dans cette vidéo, commentez process pour me chauffer un peu parce que moi, je vous avoue que j'adore en fait créer des process. Et par exemple, pour Recharm, j'ai créé tout un process vraiment avec un VA qui fait en fait en sorte que dès que j'ai du nouveau contenu, c'est upload sur Recharm, c'est vraiment trier sur Recharm pour améliorer la vie de mes monteurs, etc., etc. Donc voilà, en gros, c'est ça un peu l'idée. Ensuite de ça, améliorer l'efficacité en créant des landing pages et funnels par angle avatar. Donc ça, c'est clair que quand vous avez un avatar, un angle qui sort du lot, vous devez optimiser advertorial, listical, page produit pour cet angle-là. Et ensuite de ça, scaler le budget correctement et faire en sorte vraiment d'aller pas à pas, de ne pas non plus avoir les yeux plus gros que le ventre. Là, on est en train de créer des brands.
Après, ça dépend évidemment. Si maintenant vous êtes sur un produit saisonnier et que vous avez une petite partie de l'année pour le scaler, quand c'est le moment de le scaler, il faut le scaler à fond. Mais quand vous êtes quelque chose d'evergreen que vous pouvez scaler toute l'année, moi, je conseille vraiment d'aller étape par étape, de passer les paliers gentiment parce que votre équipe aussi évolue avec vous. Vous-même, vous évoluez avec votre business et vous devez vraiment gentiment aller avancer, avancer, avancer et faire en sorte en fait que toute la machine suive. Donc voilà, c'est en fait simplement la fin de cette vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu. C'était ma vision en fait simplement sur Andromeda que j'ai essayé de vous résumer le plus rapidement possible. Au final, je pense que la conclusion de tout ça, c'est qu'il faut être plus créatif. Donc soit vous engagez des gens très créatifs, soit vous arrivez vous-même à être créatif. Je vous conseillerais de vous rester de toute façon dans la partie créative, même si vous avez un créatif stratégiste, même si vous en avez deux, parce que l'énergie du founder, c'est une énergie qui est spéciale et qui est très importante. C'est-à-dire que vous devez être là dans cette machine créative et vous ne devez pas vous dire oui, oui, c'est bon, j'ai engagé quelqu'un, c'est bon, je fais autre chose, il gère tout. Non, 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 parce que cette personne, ça a beau être le A-player du siècle, ce n'est pas sa marque, c'est votre marque à vous. Donc, c'est vous qui allez avoir les illuminations pour faire que cette marque, elle passe de faire 300 cas par mois à 500 cas par mois à 1 million par mois. Et ça va passer par les créas, par vos idées. Ok. Après, on s'entoure de gens qui ont des idées, on s'entoure de gens meilleurs que nous, évidemment, mais c'est juste pour vous garder en fait dans cet esprit-là. Voilà. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vais réouvrir 3 places pour mon accompagnement Ecom 7 que j'ai fermé maintenant depuis 3-4 mois. C'est un accompagnement que j'ai lancé simplement pour partager un peu du savoir et pouvoir aider certaines personnes qui sont vraiment, mais vraiment motivées. Et à travers l'accompagnement, je me suis lancé un pari, c'est de créer une marque de zéro, tout en live, c'est-à-dire que je documente tout de A à Z. J'ai lancé cette marque avec 200 $ de budget et aujourd'hui, on vient de passer les 1,5 million de chiffre d'affaires en à peu près 8 mois. Donc, c'est quand même assez sympathique. Et du coup, ça vous permet en fait de vraiment voir, et pas seulement théoriquement, de vraiment voir une marque en fait, qui continue de tourner, qui a ses challenges, qui a ses bons moments, qui a ses mauvais moments, qui a ses belles idées, qui a ses idées de merde, et qui fait en sorte justement de continuer à évoluer et à créer, etc. Et ça va s'adresser autant aux débutants, mais très motivés. C'est-à-dire que, honnêtement, ça ne m'intéresse pas de travailler avec des débutants en fait, qui croient que le e-commerce, c'est en mode oui, je travaille 1 heure par jour et puis ensuite j'aurai ma Lamborghini. C'est pas ça le e-commerce. Le e-commerce, c'est une envie, c'est une vision, c'est une envie de faire du business et de se développer. Et du coup, je travaille qu'avec très peu de débutants. Mais si vous êtes un débutant très motivé, n'hésitez pas à venir me faire un audio sur Instagram. Et si par contre, vous avez déjà une marque, vous faites 50 cas par mois, 100 cas par mois, 150 cas par mois, 200 cas par mois, et que vous voulez aller plus loin, que vous voulez peut-être avoir un deuxième cerveau pour créer des process, pour faire en sorte d'engager les bonnes personnes dans votre équipe, pour en fait simplement passer au niveau supérieur. J'ai fait environ, je dirais à peu près 25 millions de chiffre d'affaires en e-commerce, beaucoup de hauts, beaucoup de bas, beaucoup de très hauts après. Enfin bref, j'ai passé par plein d'étapes et je ne suis pas là pour vendre du rêve ou je ne suis pas là pour vous dire que je peux vous aider si je ne peux pas vous aider. Mais je pense que si vous êtes à certains stades de votre business et que j'ai les clés, je pense que je pourrais vraiment être utile pour vous. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à me DM ou simplement me faire un audio sur Insta. Et peut-être que je mettrai un formulaire aussi dans la bio de cette vidéo pour simplement pouvoir échanger les contacts et voir si on peut collaborer ensemble. Donc voilà, un grand merci à vous. Et en tout cas, je vous souhaite beaucoup, beaucoup de force pour cette fin de Q4 et une explosion phénoménale pour 2026. Et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye!